C'est l'heure du débat dans les grands directs et comme chaque mercredi, on retrouve nos deux analystes. Daniel Haïk, bonsoir Daniel. Bonsoir Jean-Charles. Dror Even Sapir qui s'est déjà échauffé pendant le journal. Bonsoir Dror. Rebonsoir. Rebonsoir. Alors on va parler évidemment de l'actualité du jour. Elle est riche en Israël avec la visite de John Kerry, le secrétaire d'État américain qui a rencontré une première fois Benjamin Netanyahou ce matin. Il est ensuite allé à Bethléem voir Mahmoud Abbas et puis retour donc à Jérusalem. Il a également vu Shimon Peres et il voit donc en ce moment de nouveau Benjamin Netanyahou. D'abord un mot sur cette stratégie. Qu'est-ce que cela signifie, Daniel Haïk, tous ces allers-retours, c'est pas bon signe pour le processus de paix. C'est la politique des petits pas que si cher à Henry Kissinger, mais c'est une tentative d'essayer de faire bouger les choses, même si le sentiment général est que ce ne sont pas seulement les Palestiniens ou les Israéliens qui ne croient plus que l'on arrivera à un accord permanent à la fin des 9 mois, mais même John Kerry aujourd'hui semble résigné à ce niveau-là. Et à partir du moment où il est résigné, eh bien, il comprend qu'il faut qu'il donne satisfaction à un peu tout le monde, aux Israéliens, aux Palestiniens. Alors aux Palestiniens, il a déclaré aujourd'hui que les implantations étaient illégales. Alors ça s'aligne sur la position des Palestiniens, mais en fait, c'est une position américaine officielle. Et puis, de l'autre côté, on a appris que, d'une certaine manière, il a annoncé aux Israéliens que Abbas lui avait promis qu'il n'y aurait pas d'intervention auprès des Nations Unies pour une reconnaissance éventuelle d'un État palestinien pendant cette fameuse durée des 9 mois. On sait qu'il y avait il y a eu des rumeurs que si la construction se poursuivait, eh bien les Palestiniens menaçaient d'aller à l'ONU en plein milieu des négociations. Apparemment, là aussi, John Kerry a joué son rôle de médiateur et a essayé de calmer les choses. Donc ça veut dire d'abord qu'il ne faut pas donner trop d'importance à cette phrase de John Kerry qui affirme que les implantations sont illégitimes. Comme l'a rappelé Daniel, c'est pas nouveau en fait. C'est la position traditionnelle de la diplomatie américaine. D'ailleurs, quelle que soit la couleur politique de l'administration, républicaine ou démocrate, les États-Unis, comme l'Union européenne, considèrent que les implantations israéliennes en Cisjordanie sont illégales et illégitimes. Maintenant, ce qui est intéressant, si on se replace dans le contexte de ce désespoir commun partagé à la fois par les Israéliens, par les Palestiniens et par les Américains sur des chances de succès de ces pourparlers actuels, alors on a l'impression que c'est un jeu, c'est du théâtre un petit peu. On fait semblant de négocier alors qu'on sait pertinemment qu'on n'y arrivera pas. Le problème, c'est que, on a dit et redit, ce qui pend au nez des Israéliens et des Palestiniens, c'est un accord américain. Ou alors, plus précisément, ce qui revient dans la presse n'est pas vraiment le terme d'accord élaboré par les Américains et qui serait proposé aux Israéliens, aux Palestiniens, mais celui de proposition de conciliation entre les positions des uns et des autres. Les Américains tenteraient donc de parvenir à ce fameux compromis israélo-palestinien après le constat d'échec qui, de la vie générale, est ou sera inévitable. Et on parle de janvier, on l'a dit, pour une éventuelle date du dévoilement de cette proposition américaine. Bon. Ça veut dire qu'on a un point de non-retour là aujourd'hui avec les positions israéliennes qui ont été dévoilées hier, par exemple cette ligne qui passerait donc sur cette barrière de sécurité qui ne tiendrait pas en compte du tout de la ligne de 67. Ça c'est quand même quelque chose qui évidemment... Les Israéliens ne peuvent probablement pas accepter. Le sentiment général c'est qu'on va essayer de créer un accord permanent qui a des allures d'accord partiel. On va vers un accord partiel et on va lui donner par contre une allure d'accord permanent. Essayer d'aboutir à des points d'accord sur certains des grands dossiers. Essayer de remettre à plus tard les grands problèmes. C'est en fait la stratégie, on peut dire, d'Oslo depuis 20 ans. Remettre à plus tard les grands problèmes sans parvenir à les résoudre. Est-ce que ça peut encore tenir longtemps ? J'en doute encore. Mais comment les Américains pourraient-ils imposer, ça aussi c'est quelque chose qu'on a du mal à comprendre, une solution aux deux parties et à Israël qui est un État quand même souverain. On ne peut pas venir comme ça et donner un plan. Oui, c'est la question des questions, parce que ces propositions américaines, elles ne vont pas plaire aux Palestiniens, elles ne vont pas plaire aux Israéliens, parce qu'il est question d'un État palestinien grosso modo, sur les frontières de 67, moyennant des échanges de territoires, ce dont les Israéliens ne veulent pas. Il est question aussi
dans les propositions américaines qui pourraient être dévoilées en janvier, que les Palestiniens reconnaissent Israël comme État juif. C'est un point sur lequel Benjamin Netanyahou insiste beaucoup, mais les Palestiniens ne veulent pas en entendre parler. Donc on se rapproche de propositions américaines qui pourraient être rejetées tant par les Palestiniens et par les Israéliens, et en même temps on voit mal comment les Palestiniens et les Israéliens rejetteraient ces propositions, parce que pour les Palestiniens, rejeter les propositions américaines éventuelles, ce serait renoncer par exemple à la manne financière dont vient de parler John Kerry lorsqu'il s'est entretenu avec Mahmoud Abbas à Bethléem. Pour les Israéliens, rejeter ces propositions américaines, ce serait courir le risque de se faire mal voir des chancelleries américaines, mais également européennes, avec peut-être même d'éventuelles sanctions de la part surtout des responsables de l'Union européenne sur l'économie israélienne, ce qui inquiète beaucoup, il faut le dire, Israël. Daniel ? Il pourrait y avoir peut-être une option, une sorte de porte de sortie, en faisant ce fameux lien entre le dossier iranien et le dossier palestinien. Parce que les Américains disent aujourd'hui aux Israéliens, à Benjamin Netanyahou, faites une proposition, faites un pas en avant dans le dossier palestinien et nous nous alignerons sur votre position dans le dossier iranien. C'est-à-dire la position d'Israël, on le sait, c'est tout ou rien. C'est-à-dire pas d'accord partiel dans les négociations qui vont reprendre demain à Genève. Si Benjamin Netanyahou se laissait tenter et acceptait de faire un geste en direction des Palestiniens, peut-être cela pourrait débloquer, les négociations. Mais est-ce que là peut-être ça nous ramène un peu à l'actualité brûlante au niveau politique, est-ce que Benjamin Netanyahou peut se permettre, par exemple aujourd'hui, de faire un geste modéré vers le centre, alors qu'il se retrouve avec un Avigdor Lieberman bien plus puissant, un leader de droite plus puissant aujourd'hui que jamais. Il n'est pas encore venu, mais il va revenir très rapidement. Et il est probable que là, Benjamin Netanyahou va hésiter aussi. Donc il y a plusieurs questions et plusieurs dossiers qui s'imbriquent, le dossier iranien, le dossier palestinien, la politique intérieure. On devrait assister à des développements intéressants dans les prochaines semaines. Alors Lieberman, dans un instant, mais tout d'abord aussi, il y a eu la proposition qui a été donnée dans une radio palestinienne par un proche conseiller de Mahmoud Abbas pour Jérusalem, d'un statut, alors qui est un peu compliqué quand même, mais il faut en dire deux mots. C'est-à-dire que les Palestiniens proposeraient de garder Jérusalem-Est et donc de laisser la partie ouest aux Israéliens. Chacun aurait donc sa capitale en quelque sorte, mais Jérusalem serait unifiée par une sorte de conseil supérieur qui gérerait la ville administrativement. C'est très compliqué à imaginer. On doute que les Israéliens y souscrivent. C'est pas tout à fait nouveau. Il y a eu déjà des propositions. Je crois que dans l'accord, si je ne m'abuse, entre Abou Mazen et Beilin, il y avait aussi une proposition d'une super mairie qui gérerait les deux parties de la ville. C'est pas tout à fait nouveau. On a du mal à imaginer que Benjamin Netanyahou accepte ce genre de proposition. Oui, d'autant plus de mal à l'imaginer que, et Daniel a eu raison d'insister sur ce point, Benjamin Netanyahou doit faire avec une coalition dont centre de gravité politique est tout de même assez nettement à droite, peut-être même plus à droite que Benjamin Netanyahou lui-même. Donc des compromis sur Jérusalem, c'est véritablement la dernière chose qu'on imagine un gouvernement de cette couleur politique en Israël pouvoir accepter. Donc on est dans une situation très étrange où, et je reviens à cette idée de proposition américaine, on imagine mal les Israéliens et les Palestiniens pour des raisons d'options politiques concernant le processus de paix, accepter ces propositions américaines, dont on ne connaît pas encore les contours précis, mais dont on sait quelles pourraient être les grandes lignes. Et puis on imagine mal également les refuser pour les raisons dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc c'est une situation tout à fait paradoxale. Les prochains mois risquent d'être riches en rebondissement, je crois. Ouais, peut-être même dans les heures qui viennent. On verra ce qui ressort du dernier entretien Kerry Netanyahou. Alors venons-en à l'autre affaire du jour, l'affaire politique dont vous parliez, Daniel. C'est-à-dire que Avigdor Lieberman ressort blanchi de toute accusation par la justice israélienne. Vous êtes surpris déjà par ce verdict Je veux dire, d'abord il faut rappeler qu'Avigdor Lieberman a des démêlés avec la justice depuis plus de 15 ans. On parle de 17 ans. Là-dessus, il y a un véritable problème en Israël. La justice, les moulins de la justice, comme on dit en hébreu, ne font pas leur travail suffisamment rapidement, surtout lorsqu'il s'agit de personnalités politiques de plus haut rang.
Et ça, c'est quelque part intolérable dans une démocratie. Oui, enfin, il faut quand même, juste, je me permets d'intervenir, un petit peu nuancé, parce qu'on a quand même eu des responsables politiques de premier plan envoyés en prison. La justice n'a pas eu peur, n'a pas pris de gants avec Moshe Katsav, avec Abraham Hirschon, avec Shlomo Benizri, et la liste est longue. Non, c'est la durée. La durée, c'est-à-dire Lieberman avait été incriminé dans un autre procès, et justement, à partir du moment où l'autre procès, dans lequel les accusations étaient bien plus graves que dans celui-là, il avait été acquitté, il y avait eu un non-lieu. Il n'est pas surprenant qu'il y ait eu un non-lieu aujourd'hui dans cette affaire, on va dire presque interne au sein du ministère des Affaires étrangères. Oui, une affaire mineure, tout à fait mineure par rapport à la grosse affaire. D'ailleurs, les deux affaires sont liées, puisque, alors c'est un petit peu compliqué, mais il était reproché à Avigdor Lieberman d'avoir accepté des informations confidentielles de la part d'un ambassadeur, alors qu'il était ministre des Affaires étrangères, informations confidentielles qui portaient sur l'enquête, sur la grande enquête qui avait été classée par la suite non-lieu. Je ne sais pas si vous me suivez, c'est un petit peu complexe. La grande affaire est une affaire de corruption sérieuse, et là c'est une affaire d'administration un peu limite. Une affaire de corruption sérieuse, la grande affaire, mais le conseiller juridique du gouvernement a estimé qu'il n'y avait pas suffisamment de preuves pour pouvoir aller en justice et déposer un acte d'accusation. Donc la justice ou la police n'ont peut-être pas fait leur travail comme il le fallait. Maintenant, il faut s'interroger, vous allez le faire sans doute, Jean-Charles, sur les conséquences politiques. Croyez-moi. Alors justement, les conséquences politiques, c'est-à-dire qu'un gouvernement qui va de nouveau retrouver une coloration quand même très à droite, là, Daniel ? Oui, mais la grande question, c'est de savoir que va faire Avigdor Lieberman. Et est-ce qu'il y a une première question, il faut savoir... Il y a qu'il revienne au gouvernement ? Non, il va revenir au gouvernement. Mais que va-t-il faire ? Est-ce qu'il va se rapprocher de Binyamin Netanyahou ? Ou alors, est-ce qu'on va aller vers une scission entre Israël Beitenou, le parti d'Avigdor Lieberman, et le Likoud ? Vous savez que ces deux formations ont fusionné lors des dernières élections, et ce sera très important de savoir si l'on se dirige vers une séparation de ces deux partis ou vers une union. Pourquoi ? Parce que si l'union est maintenue, eh bien d'une certaine manière, Avigdor Lieberman va vouloir essayer de se présenter comme le dauphin de Binyamin Netanyahou, comme celui qui est probablement l'héritier de Binyamin Netanyahou en tant que leader de la droite israélienne. Si les deux partis se séparent, eh bien Avigdor Lieberman a quand même son option. Il estime qu'il est possible que même avec le Israël Beitenou, son parti, puisse dépasser le Likoud lors des prochaines élections. Et dans le cas précis, il serait aussi le leader. Il deviendrait aussi le leader de la droite israélienne, et il pourrait attirer vers lui l'aile droite du Likoud. Alors, tout cela peut effrayer Binyamin Netanyahou, peut inquiéter Binyamin Netanyahou. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle on m'a communiqué il y a quelques heures que Binyamin Netanyahou avait l'intention d'amener avec lui dans ses bagages Avigdor Lieberman lors de son prochain voyage à Moscou. C'est une manière d'essayer de le maintenir proche de lui, de ne pas susciter de tensions avec lui en ce moment. Binyamin Netanyahou a des raisons de s'inquiéter d'un renforcement politique d'Avigdor Lieberman. Mais la situation d'Avigdor Lieberman n'est tout de même pas aussi rose qu'on pourrait l'imaginer, parce que tout simplement, si Avigdor Lieberman a des options, a des ambitions sur le leadership de la droite israélienne, donc il faudra qu'il rentre au Likoud, parce qu'on imagine mal aujourd'hui un Israël Beitenou au-dessus du Likoud. Dans les derniers sondages d'ailleurs, 9. Israël Beitenou obtient 6-7 sièges, très peu, très peu finalement. Et puis il y a aussi une raison sociologique. Avigdor Lieberman a basé toute une partie de sa carrière politique sur l'électorat russophone. Et cet électorat russophone, eh bien, il s'israélianise en quelque sorte. Il perd de sa spécificité. Avigdor Lieberman l'a bien compris. Donc il doit se départir de cette image de leader communautaire et pour essayer de se draper dans les draps d'un leader national. Et la première chose qu'Avigdor Lieberman fait une fois acquitté au tribunal de paix de Jérusalem, c'est de se rendre quelques kilomètres plus loin devant le mur des lamentations dans la vieille ville de Jérusalem, revêtir un châle de prière, une kippa et prier pour un leader sous l'œil des caméras, Bien évidemment, puisque sans les caméras, il ne l'aurait pas fait certainement, pour un leader que l'on présentait jusqu'à maintenant comme étant laïque, voire laïcard, puisqu'il défendait les intérêts de cette population russophone très éloignée de la religion. À partir du moment où il fait ce geste très symbolique, eh bien, il vise l'électorat traditionnel de la droite israélienne qui est maintenant presque majoritairement composé d'Israéliens juifs traditionnels, proches de la tradition, voire pratiquants religieux. Il marche très clairement sur les plates-bandes électorales de Binyamin Netanyahou. Oui, ce que dit Dror est vrai, mais il faut tenir compte du fait,
justement, si on le relie cela aux négociations avec les Palestiniens, si Benyamin Netanyahou se rapproche du centre, il essaye de progresser vers un accord, eh bien, il va se couper d'une partie importante du Likoud. Et on peut imaginer, à partir de ce moment-là, que des gens comme Dani Danon, comme Tzipi Hrotobeli, puissent rejoindre Avigdor Lieberman et renforcer considérablement ce parti, affaiblir le Likoud. Ça s'est déjà produit dans d'autres constellations politiques. Et là, alors Avigdor Lieberman reprendrait du poil de la bête et pourrait être véritablement un leader alternatif à Benyamin Netanyahou. Ouais, bon, il nous reste une minute, mais juste un mot sur le processus de paix avec Avigdor Lieberman. Il aura son mot à dire dedans. Est-ce que c'est quelqu'un qui peut faire avancer ce processus qui est bloqué, ou au contraire lui faire prendre une autre direction? Alors c'est tout à fait lié à ce dont on vient de parler, Jean-Charles, parce que si Avigdor Lieberman veut devenir le leader de ce qui pourrait être à la droite de Benyamin Netanyahou si le processus de paix avance, eh bien on peut imaginer qu'Avigdor Lieberman continue sur sa lancée, à savoir une très profonde méfiance vis-à-vis du leadership palestinien et aucune volonté de lâcher du lest sur le dossier israélo-palestinien. Par contre, s'il veut se doter d'une image de leader plus responsable à la faveur de ses fonctions à la tête de la diplomatie israélienne, on pourrait imaginer un Avigdor Lieberman qui pourrait peut-être même surprendre par sa modération. On ne sait pas encore. Il a déjà surpris, c'est vrai, dans le passé. Allez, on arrête là. Merci Dror Even-Sapir, merci Daniel Haïk. On se retrouve dans une dizaine de minutes. On parlera du débarquement allié en Algérie en 1942. Tout de suite, le journal.